Alors je m'appelle David Fritz Oppinger, j'ai 30 ans et donc je suis un ex-otage du couloir du Bataclan. Le soir du 13 novembre, le Bataclan est pris d'assaut, enfin il est attaqué par 3 terroristes. Il y en a 2 qui prennent en otage une dizaine, une douzaine de personnes et donc j'en fais partie. Aujourd'hui je suis photographe et auteur, donc j'écris des textes et dont un dont je vais vous parler aujourd'hui. Sur le 13 novembre, mais en particulier sur une relation que j'ai tissée avec un de ces ex-otages qui s'appelle Stéphane. Et donc Stéphane, ce soir-là, est pris en otage, comme moi. Et le truc, c'est qu'en fait, nous, on devient amis, on devient très proches. Le propos de ce récit, c'est ça, c'est cette rencontre, pourquoi Stéphane a décidé, après le Bataclan, enfin après les attentats, de venir à ma recherche, comment il m'a trouvé, par quel biais il m'a trouvé, comment l'attentat lui-même avait résonné en fait, dans sa vie d'après et avait tout mis à sac, quoi. Pour moi, écrire, en fait, c'était transformer. C'est ma psy qui m'a poussé à ça. Elle me disait, vous êtes très bavard, écrivez, elle me disait. Vraiment, ce truc-là, d'écrire, ça m'a permis de transformer et de transmettre, en fait. Transformer parce que j'avais cette espèce de vase en moi là, qui m'alourdissait, qui était pénible, et il fallait que j'en fasse quelque chose. Et transmettre, parce que je sais qu'aujourd'hui, ce qui reste dans la mémoire, c'est ce qu'on est en train de faire, mais c'est aussi les écrits, c'est aussi ce qu'on va donner aux générations futures. Et je pense que c'est primordial, il faut écrire, il faut se souvenir en fait. Et je pense que et je le dis encore une fois, toute proportion gardée, mais peut-être que dans 100 ans, mon livre qui s'appelle Un jour dans notre vie, ou peut-être Enfer Magazine, le sujet principal, les gens le liront en se disant « Ah ouais, putain, c'est ça en fait, les victimes du 13 novembre, c'était ça ». Peut-être que je me trompe, mais à ce moment-là, j'ai quand même essayé de laisser une trace. Alors après les attentats, ce qui était quand même dingue, c'est que les attentats nous ont sortis du quotidien et on n'a plus de repères. C'est-à-dire qu'en fait, même nos amis les plus proches ne nous reconnaissent pas. On est un peu le porteur d'un message qui était difficile et on est marqué par ce qu'on a vécu. Et donc trouver à ce moment-là des gens qui sont capables de nous entendre en dehors des psychologues, c'est pratiquement impossible. Et très vite après les attentats, il y a des associations il y a une association qui a été fondée, dont je fais partie, qui s'appelle Life for Paris, qui est une des 2 associations principales des victimes de ces attentats-là. Et on a compris en rejoignant, à l'époque c'était un groupe Facebook, en rejoignant ce groupe Facebook qu'on pouvait enfin se parler entre nous. Et en plus de ça, nous, les ex-otages du Bataclan, qui avons vécu un truc, vraiment une histoire dans l'histoire, on s'est découvert ensuite et cette relation avec Stéphane, elle a été constituante parce que ça nous a permis de se regarder en face et en se disant mais qu'est-ce qu'on vient de vivre quoi. Donc ça nous a fait beaucoup de bien en fait. Il y a une différence à faire, c'est que par exemple Life for Paris n'est pas une association pour les victimes, mais une association de victimes. Donc c'était un peu une entraide générale. Les gens, voilà, c'est toi t'as vécu quoi, t'as entendu quoi. Enfin, vraiment, au début, c'était vraiment un échange brut de ce qu'on avait vécu ce soir-là, une reconstitution générale. Il y a d'autres associations comme la FENVAC par exemple, une association qui va venir accompagner les victimes dans les processus de justice, voilà, pour trouver un avocat, de trouver un psychologue, voilà, tout ce genre d'accompagnement dans l'après. Et il y en a d'autres, il y a Paris Aide aux victimes, la PAV, qui est une association qui n'aide pas seulement les victimes du terrorisme, mais aussi les victimes d'accidents collectifs, d'accidents personnels, violents, etc. Dans le cas de Life for Paris, ce qui est quand même dingue, et je pense que c'est assez propre à vos actions, c'est que c'était un but uniquement fraternel. Personne ne savait quoi faire en fait. Et les 2 fondatrices de l'association à l'époque, donc c'est Maureen Roussel et Caroline Langlade, elles étaient rescapées aussi du Bataclan et en fait elles en sortaient et elles se sont dit ok, on va créer un groupe Facebook et on va essayer de se rassembler. Et je trouve que c'est beau en fait parce que ça parle vraiment on sort de ça, on nous a coupé la chic quoi, on nous a dit mais non mais enfin là votre vie ça va être autre chose. Qu'est-ce que vous allez en faire? Et là, d'un coup, boum, on se rassemble et on fait l'inverse de ce que le terrorisme veut faire, c'est nous diviser, quoi. Alors, ce qui est étrange, c'est que je reviens toujours à cette sidération-là. Nous, on ne sait pas trop ce qu'on peut faire pour nous-mêmes. Et la République, en fait, met en place, enfin, il y a plusieurs moments d'aide qui sont mis en place. Le premier, c'est quand même la mobilisation de la CUMP. La CUMP, c'est la cellule d'urgence médico-psychologique. Et il y a plein de petites choses comme ça qui sont mises en place. Enfin, petites choses, c'est quand même énorme, mais voilà, qui sont mises en place au fur et à mesure du chemin pour justement nous accompagner. Cette cellule d'urgence, elle a été nécessaire parce que moi, je suis allé 3 jours après, je crois, et je sentais encore que j'étais dans le jus du truc, quoi. J'étais encore au Bataclan, quoi, dans ma tête. Donc il fallait que je restitue ça à un psychologue.
Et c'était nécessaire. Ensuite, la République française, il y a ce grand truc là qui est quand même la réparation du préjudice. Dans le cas d'accidents collectifs et en particulier du terrorisme, il y a un truc qui s'appelle le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme qui en fait est là pour nous indemniser à hauteur de ce qu'on a vécu au Bataclan et où si malheureusement on est décédé, remplacer, enfin monétiser en fait la perte auprès des proches. Ça intervient assez vite. On sort du lieu de l'attentat, on va vite porter plainte et ensuite cette plainte elle va être matérialisée auprès de l'État, de la République, comme une liste universelle des victimes. Cette liste elle est transmise au fonds de garantie et le fonds de garantie lui va dire ok vous êtes une victime, nous voilà ce qu'on va faire et on va vous proposer pour l'instant une somme qui va vous permettre de faire face. Donc tout de suite, nous, moi je me rappelle bien de ce moment parce que je reçois un courrier et on me dit bah voilà vous allez recevoir cette somme pour faire face aux premiers frais. Enfin je crois que c'est tourné comme ça. Et en gros on nous dit que voilà la République entend. L'idée du fonds de garantie a été fondée par Françoise Rudetsky, qui était une victime d'attentat aussi dans les années 70-80, je peux dire des bêtises, et qui a dit non, il faut mettre en place un fonds commun, que tout le monde participe, une espèce de caisse mutuelle. Elle appelait ça la solidarité nationale, donc tout le monde verse de l'argent au fonds de garantie qui ensuite est reversé aux victimes d'actes de terrorisme. Alors, ce qui est intéressant, enfin moi je vais raconter vraiment chronologiquement, moi je porte plainte la nuit du 13 au 14, je vois un premier officier de police judiciaire, il me dit ouais bon pour l'instant machin, bon je sais pas s'il faut porter, enfin même lui il est paumé, en fait c'est ça qui est dingue, c'est qu'à ce moment-là tout le monde essayait d'errer. Et plusieurs jours après, je dois récupérer mon sac à dos que j'avais laissé au Bataclan et je vois un deuxième OPJ, à la première des PJ, du coup porte de Saint-Ouen. Et puis il me dit bon bah je vois que vous n'avez pas porté plainte. Et je lui dis bah, c'est quand même bizarre parce que j'ai vu la police. Il me dit non vous n'avez pas porté plainte, vous avez fait une déposition, mais qui ne vaut pas pour une plainte. Pourquoi vous avez fait un témoignage, c'est ce qu'il m'explique. Il me dit bah faut porter plainte. Et je lui dis bah ok on va porter plainte. Et je porte plainte et je lui dis mais contre qui je porte plainte. Et il m'explique que bah, déjà il y a Salah Abdeslam qui lui est en fuite en Belgique, qu'il y a d'autres commanditaires, que ces gens-là il faut quand même qu'on arrive à les attraper vivants, etc. Et il me fait comprendre qu'en fait, il y a une judiciarisation de ce que j'ai vécu le 13 novembre. Et moi, j'ai 23 ans, quoi, et je comprends rien à tout ça. Et il me dit, il dit cette phrase qui pour moi a beaucoup d'importance. Il me dit, un jour, il y aura un procès. Et je me dis, ah ok. Et je lui dis, mais un jour quand? Il me dit, pas l'année prochaine, pas celle d'après. Il me dit, comptez une dizaine d'années. Et il n'était pas si loin parce que ça a démarré 6 ans après. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que bon, cette plainte-là, ça a dû avoir lieu fin novembre, je pense. Et ensuite, les associations, au fil du temps, en tant que partie civile, parce que quand on porte plainte, on est partie civile, on est lié à une instruction. Donc le juge fait des conclusions, les enquêteurs, tout ça, machin. Et nous, en tant que partie civile, on reçoit, ou les avocats, si on est représenté par un avocat, moi je suis représenté par une avocate, l'avocate reçoit ces conclusions et nous les transmet sous forme, soit ça peut être un rendez-vous, soit sous forme brute. Et en fait, on nous explique où en est l'instruction. L'instruction, c'est l'enquête. Et donc ça prend, dans notre cas, ça a pris plusieurs années, et jusqu'au jour où on apprend que le procès des attentats s'ouvrira le 8 septembre 2021, et qui va durer plusieurs mois. Donc les associations, ce qu'elles ont fait, c'est qu'il y a, par exemple, Life for Paris a organisé des réunions de rencontres avec des victimes des attentats de janvier, qui, elles, avaient déjà vécu un procès, et qui enfin moi j'étais pas là, mais qui ont appris, entre guillemets, aux victimes des attentats du 13 novembre, faisant partie de Life for Paris ou d'autres associations, comment se passe une audience, ce qu'on entend, ce qu'on voit, comment on parle, qui parle, etc. Donc, parce que tout ça, ça reste très flou, quoi. On ne sait pas. Enfin, moi, j'avais jamais mis les pieds dans un procès avant, et donc là c'était complètement nouveau. Donc moi, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'en ai beaucoup parlé avec mon avocate, pas mal aussi avec d'autres rescapés, d'autres sites, et en fait, on a échangé, quoi. Vraiment, avec toujours cette idée de la fraternité au cœur, quoi. C'était vraiment aller dans l'échange pour mieux comprendre ce qui allait nous arriver. Et donc forcément, quand on arrive le 8 septembre, on a beau s'être préparé le plus possible, il y a quand même un sentiment profond de se dire qu'on va retraverser l'obscurité du 13 novembre, quoi. Mais ensemble, cette fois-ci. Alors moi, mon histoire personnelle est intéressante, je pense, parce que donc moi, je suis né au Chili en 92. Mes parents ont pas, enfin moi, je fais pas partie d'une famille qui a été martyrisée par la dictature chilienne. Pour autant, mon père a vécu des trucs pas ouf à Santiago dans sa jeunesse.
Mais on quitte le Chili en 96 et on arrive en France, on est sans papier et on est menacé d'expulsion. Et en fait, au final, on est gracié par, à l'époque c'était le ministre Chevènement. Et derrière, je fais toute ma jeunesse en tant que jeune étranger en banlieue parisienne. Et c'est drôle parce que j'ai beaucoup d'émotions en parlant. Et en fait, voilà, je grandis, quoi. Je grandis en France. Donc j'ai jamais trop voulu être français, quoi. Et puis arrive le 13 novembre et un des terroristes m'interroge. Donc il me braque, il me dit, voilà, qu'est-ce que tu penses de François Hollande? Il m'interroge sur François Hollande. Moi, je suis pas français, quoi. Je suis étranger, j'ai pas le droit de vote, je pense rien. Je lui dis, je pense rien. Il me menace, il me menace, il me menace. Et il veut que je lui réponde quelque chose. Et je lui dis, mais je suis pas français. Et là, je lui dis, je suis chilien. Et en fait, en lui disant ça, j'ai l'impression de lui mentir. J'ai un peu l'impression de sauver ma peau, lui dire, non, non, mais moi, je suis pas français, tu vas me laisser tranquille, quoi. Et en fait, en sortant du Bataclan, je me suis dit, mais pourquoi t'as dit t'es chilien, quoi? Genre, tu parles français, t'as fait l'école de la République, tes potes sont français, t'habites en banlieue, mais tu bosses à Paris. Et c'est un chemin qui a été très long parce que je me suis dit, mais c'est pas juste, en fait, ce que j'ai dit. Et donc ça m'a suivi toute l'année 2016 et je me suis dit, comment je peux faire pour réparer ce tort? Et en fait, j'ai voulu être français, quoi. Et ce pendant-là, c'était de dire je suis confraternel. Parce que fraternité, quoi. Fraternité, quoi. Égalité, fraternité, enfin, tu vois. Et en fait, je deviens français, je suis désolé, je deviens français, et c'est au Panthéon. Et on te dit, voilà, la République, voilà, l'État, la République, on t'accueille dans la République. Regarde, tu as vécu ça, mais regarde, on te tend les bras, quoi. Et pour répondre à ta question, ce qui moi, m'a aidé après le 13 novembre, et je le dis avec toute la sincérité, quoi, c'est cette fraternité que j'ai rencontrée auprès de toutes les victimes, quoi. Et pas seulement, pas seulement. Ça peut être juste une poignée de main que j'ai échangée avec François Hollande des années après. Cette sincérité, l'amitié d'Anne Hidalgo, et de gens lambda que j'ai rencontrés dans la rue, des gens qui me disent « Ah, mais je vous ai vu, machin et tout, vous avez tout mon soutien ». Et ça nous porte parce qu'on se dit « Mais de toute façon, nous, on sort d'un truc qui nous a balayés, quoi ». Enfin, moi, j'ai une amie qui a perdu son compagnon au Bataclan, et qu'est-ce que tu veux faire après ça? Bah, ce qu'on peut faire, c'est accueillir ces embrassades, accueillir cette amitié, accueillir ces rencontres-là et se dire, bah, on peut grandir et on peut faire autre chose de ça. On n'est pas obligé de rester reclus et la victime n'est pas forcément celle qui souffre tout le temps. Elle est aussi celle qui avance dans la société et dont la société est aussi un peu le témoin, quoi. Donc Stéphane, quand on est pris en otage, donc lui, il m'entend la phrase que je viens de prononcer, là, où je suis pas français, je suis chilien, lui, il l'entend. Et ça, il le garde en lui, quoi. Donc Stéphane, il a 50 ans. Il en avait 49 à ce moment-là. Il a 50 ans, il a l'âge d'être mon père, en fait. Et quand il sort de là, il se dit, mais il faut que je retrouve la trace de ce mec, quoi. Et pourquoi? Parce que donc, lui, il a été marié avec une Chilienne, ses 3 filles sont chiliennes, moi j'ai l'âge de ses filles. Et en fait, son beau-père, il avait cette phrase-là, son ex-beau-père, il avait cette phrase-là, il s'appelait Ricky, son ex-beau-père, il disait où que tu sois dans le monde, tu soulèves une pierre et il y a un Chilien en dessous, quoi. Et en fait, quand il m'entend dire ça dans le Bataclan, alors qu'on est braqué, c'est l'enfer, quoi. Il entend « je suis chilien » et il se dit « mais c'est quoi ce foutoir ?» Et quand il sort de là, il se dit « je veux retrouver la trace de ce mec ». C'est pas les autres, c'est lui. C'est ce jeune homme aux cheveux longs, là. Je veux savoir ce qu'il est devenu. Et en fait, derrière, il entame toute une quête avec son ex-femme. Et je spoil pas, parce que je pense qu'il faut aller lire ce texte. Et on se retrouve, quoi. Et en fait, Steph, aujourd'hui, c'est un peu... c'est entre le frère et le père, quoi. Alors que, ouais, on se connaissait pas, quoi. On est vraiment passé d'inconnus, en fait. On n'était même pas censé se rencontrer, quoi. Enfin, moi, je crois que c'est mon seul pote de cet âge-là, en fait. Et c'est chelou, quoi. Genre, dimanche soir, on était ensemble, on allait voir un concert, quoi. Et on se parle et on se raconte nos vies. Et moi, j'ai un vrai réconfort quand je suis avec lui, quoi. Je me dis, mais voilà, aujourd'hui, là, je suis avec Steph, il peut rien m'arriver, quoi. C'est trop chelou, mais c'est comme ça que je me sens.